La lumière glisse sur les arcades. Elle caresse les murs ocres d'un lieu où l'histoire sommeille. Dans les couloirs feutrés d'une université de Madrid, on n'entend des pas, des murmures d'étudiants, des rires d'étrangers. Le passé inspire, l'avenir s'écrit. Et c'est dans cette atmosphère suspendue qu'un historien soulève un codex jauni par les siècles. Un manuscrit médiéval. Il tourne les pages lentement. Et là, il s'arrête. Le texte parle de douleurs menstruelles, d'accouchements difficiles, de stérilité, féminine et masculine. Des recettes à base de myrte, de vinaigre, de farine de fèves. Des gestes précis, des observations cliniques. Rien de magique, rien de superstitieux. Une médecine méthodique, concrète, empirique. Mais quelque chose cloche. Au XIIe siècle, l'Église est formelle. Les femmes doivent enfanter dans la douleur, en punition de la faute d'Ève. La médecine masculine se méfie du corps féminin, le considère trouble, irrationnel, secondaire. Alors pourquoi ce manuscrit soigne-t-il si bien ce que les autres ignorent? Et surtout, pourquoi est-il signé magistrat? Pas magister, magistrat. Un mot rare, subversif, une désignation d'autorité. Pour une femme, ce n'est pas une citation d'élève, ce n'est pas un hommage. C'est une femme qui enseigne, une femme qui soigne, une femme qui écrit. Et ce simple mot va remettre en cause 8 siècles d'histoire. Salerne, Italie, vers l'an 1110. Les ruelles s'ouvrent sur une mer dense, où les vents salés se mêlent aux cris des marchands. Sur les quais, les bateaux venus de toute la Méditerranée déchargent leur cargaison. Dattes, tissus, manuscrits. Au cœur de cette effervescence, la Schola Medica Salernitana, la plus ancienne école de médecine d'Europe. C'est là, dans une pièce blanchie à la chaux, que la rumeur prend forme. Le bois du sol craque, l'air est épais, chargé de thym et de camphre. Au centre d'une petite salle d'enseignement, une femme penche son corps fin au-dessus d'un lit rudimentaire. Elle a les mains posées sur le ventre d'une patiente. Ses gestes sont fermes, précis. La pièce est silencieuse. Un silence d'observation. Autour d'elle, des hommes, étudiants, jeunes médecins, retenant leur souffle, notant, parfois, dans les marges de leurs feuillets. Certains froncent les sourcils, d'autres hochent la tête. Tous savent qu'ils assistent à quelque chose d'inédit. C'est elle, la magistrat. Pas une exception folklorique, une autorité, une femme qui enseigne la médecine obstétrique et gynécologique à ceux qui, demain, soigneront à leur tour. Ce jour-là, elle examine une patiente souffrant d'une douleur basse, sourde, sans cause apparente. Elle observe, tâte, palpe. Puis, dans un geste presque imperceptible, elle glisse un rouleau de lin sous les reins de la malade. Ce détail n'apparaît dans aucun traité antique. C'est le fruit de l'expérience, de l'écoute. Et ce n'est qu'un fragment de ce que cette femme fait chaque jour. Elle ne soigne pas seulement des corps, elle transmet un savoir. Par le regard, par les mains, par le silence partagé dans la salle d'examen. Et ce savoir, intime, précis, empirique, va se propager bien au-delà des murs de Salerne. La nuit est tombée sur Salerne. Dans les rues, seuls les pas des voyageurs tardifs résonnent encore. Mais derrière une porte en bois, entre 2 arches de pierre, une lampe à huile vacille. Dans la pièce, l'odeur du parchemin neuf se mêle à celle du vinaigre et du laurier. Trotta est assise, le dos droit. Devant elle, des feuilles épars, annotées, raccommodées. Elle écrit lentement, sa plume crissant sur la page. Sur sa table sont posés des volumes d'Hippocrate et de Galien, usés par les lectures. Et à côté, un texte arabe, fraîchement copié, avicienne. Sa main passe d'un livre à l'autre, puis revient au sien. Elle compare, corrige, ajoute. Elle ne compile pas, elle confronte les savoirs. Elle affine les formules, elle élimine ce qui ne fonctionne pas. Elle ajoute ce qu'elle a vu, ce que ses patientes lui ont dit, ce que ses propres mains ont ressenti. Car
Sa vraie source de connaissances, ce n'est pas seulement la tradition, c'est le corps des femmes. Leurs douleurs, elle les a palpées. Leurs anomalies, elle les a décrites. Leur silence, elle les a appris. Dans son manuscrit « De curis mulierum » des soins des femmes, chaque page est une mosaïque de gestes, d'observations, d'essais. Pas de grandes théories, mais des douleurs concrètes. Ventre contracté, fièvre après l'accouchement, perte inexpliquée, règles absentes ou trop abondantes. Et face à elle, des solutions. Un cataplasme de farine, de fèves et de vinaigre tiède, des bains en myrte et à l'eau de rose, des fumigations, des massages, des infusions. Et puis, entre deux paragraphes, un constat presque invisible, mais qui bouleverse tout. La stérilité ne vient pas toujours de la femme. Le sperme aussi, dit-elle, peut être froid ou insuffisant. Dans un monde où la fécondité féminine est la seule suspecte, elle écrit noir sur un parchemin que l'homme peut être la cause. Non par vengeance, par observation. Ce qu'elle soigne, ce ne sont pas seulement des corps, mais des déséquilibres, des injustices médicales. Et ce qu'elle rétablit, lentement, patiemment, c'est la dignité d'un savoir incarné, féminin, écouteur, précis. Et si je vous disais que ce savoir-là a circulé dans toute l'Europe sans qu'on sache qu'il venait d'une femme? Des siècles passent, le parchemin jaunit, l'encre s'estompe. Et les mains qui recopient les manuscrits changent peu à peu les noms, déplacent les titres, mélangent les textes. Un jour, dans un scriptorium anonyme, un moine ou un clerc assemble 3 traités médicaux dans un même recueil. 3 textes différents, de styles inégaux, sans auteur clairement indiqué. Il inscrit un nom en tête, un nom qui sonne un peu étrange. Trotula. Le lecteur ne sait pas que ce n'est pas un prénom réel. Ce n'est pas Trotta. Ce n'est pas non plus un auteur unique. C'est un masque, un collage. Celui d'un traité sur le cosmétique, d'un autre sur la médecine générale, et enfin, enfoui parmi les autres, le cœur du savoir de Trotta, le De curis mulierum. Mais sans signature, sans contexte et sans voix. Au fil des générations, ce nom, Trotula, va circuler dans toute l'Europe. À Paris, à Oxford, à Bologne, on lit Trotula comme on lit Galien ou Avicienne. Mais on ne sait plus d'où vient ce texte, ni qui l'a écrit. Et surtout, on ne sait plus que c'était une femme. Puis vient la Renaissance, la redécouverte des anciens. Et avec elle, un inconfort. Ce texte étrange, signé d'un nom féminin, Jeune. Alors on corrige, on adapte et on masculinise. Le mot magistrat disparaît des éditions. Il devient magister. D'autres vont jusqu'à attribuer le texte à un certain Eros Juliae, un nom savant, acceptable, virilisé. Trop tard, elle s'efface. Son nom n'est plus dit. Ses gestes ne sont plus attribués. Ses mots repris, remixés, anonymisés. Elle devient un mythe flou, une silhouette douteuse, une énigme dans les marges. Sauf qu'un jour, un mot oublié va tout faire exploser. Nous revoilà à Madrid en 1985. Entre les rayonnages d'une bibliothèque oubliée, un historien tourne les pages d'un manuscrit médiéval. Le cuir de la reliure craque. Les feuillets sont irréguliers. Et sur la première ligne, il lit « Magistrat Trotta ». Pas Trotula, pas Eros Juliae, Trotta. Signé, nommé, affirmé. Ce manuscrit est unique. Il n'est pas un patchwork, il n'est pas une compilation. C'est un texte entier, structuré, cohérent, attribué à une seule femme. C'est un point d'ancrage. Enfin une preuve. Grâce à lui, les chercheurs ont commencé à recomposer un puzzle effacé depuis 8 siècles. Ils trouvent d'autres fragments. À Oxford, à Cologne, à Salerne. Chaque manuscrit, chaque variation, chaque rature devient une piste. Et dans cette quête, une historienne va faire basculer l'histoire. Monica Green. Elle ne se contente pas de lire. Elle compare, traduit les textes, remonte les lignes de copie, identifie les interpolations. Et surtout, elle écoute la cohérence d'une voix. Page après page, elle repère des tournures qui reviennent.
Les obsessions cliniques, les gestes décrits avec précision, le ton, le style, les priorités. Ce n'est plus un texte, c'est une présence. Une femme qui examine, soigne, prescrit et enseigne. Une femme qui sait. Et désormais, grâce à ce travail méticuleux, Trota n'est plus une vie. Elle redevient une autrice, une praticienne, une enseignante et une pionnière. Aujourd'hui encore, en 2025, les douleurs des femmes sont trop souvent minimisées. Dans certains services d'urgence, les femmes attendent en moyenne 30 minutes de plus que les hommes pour recevoir un antidouleur, même quand leurs symptômes sont identiques. Et selon l'analyse de millions de dossiers médicaux, elles ont jusqu'à 25% de chances en moins de se voir prescrire un analgésique fort. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un oubli. C'est l'héritage d'une médecine qui, pendant des siècles, n'a pensé la norme qu'au masculin. Un système où les douleurs féminines ont été jugées accessoires, mystérieuses, trop complexes ou simplement ignorées. Et au XIIe siècle, Trota a fait l'exact inverse. Elle a écouté, diagnostiqué, soigné. Elle a décrit l'infertilité masculine, les douleurs de l'enfantement, les saignements, les fistules, la contraception. Elle a mis des mots sur des douleurs que tous préféraient taire. Et elle l'a fait avec méthode, avec science, en magistrat, une professeure, une médecin. Et pourtant, son nom a disparu, son autorité effacée, son œuvre diluée. Pas par négligence, mais parce qu'elle était une femme qui enseignait, écrivait, soignait, dans un monde qui, peu à peu, s'est mis à interdire tout cela aux femmes. Ce mécanisme porte un nom, l'effet Mathilda. Quand une femme produit un savoir, mais qu'un homme ou l'histoire en récolte la gloire. Alors non, Trota n'a pas été oubliée. On l'a rendue invisible. Et ce que son histoire nous apprend, c'est que l'effacement des femmes dans la science a des conséquences concrètes. Quand on ignore les douleurs féminines, on soigne mal. Quand on nie leur voix, on passe à côté d'une part entière de la réalité biologique. Alors, pour bien soigner, il faut écouter. Et pas seulement les voix fortes, les plus audibles, les plus masculines. Il faut écouter aussi les douleurs spécifiques des femmes. Les comprendre, les prendre au sérieux. Parce qu'une médecine juste, c'est une médecine qui soigne tous les corps. Avant de vous quitter, je voulais vous partager un vrai coup de cœur, parce que j'adore terminer chaque épisode en mettant en lumière une créatrice de contenu qui mérite d'être découverte, suivie et adorée. Aujourd'hui, je vous parle de l'incroyable Le Miroir Fou, alias Jade. Une illustratrice qui a ce talent rare de mêler humour noir, esprit mordant et critique sociale. Et bien sûr féministe. Avec une finesse visuelle impressionnante. Ses œuvres, entre détournements de gravures anciennes, clins d'œil médiévaux et détails grinçants, sont aussi belles que percutantes. Chaque illustration pique, gratte, questionne. C'est drôle, dérangeant, intelligent et surtout inoubliable. Si vous aimez les ponts entre histoire de l'art, féminisme et satire bien sentie, vous allez adorer. Perso, mon top 3 c'est À la lune brûlons, Holyclite et Ouin Ouin. Et vous, dites-moi vos préférés. Je vous mets tous ces liens dans la description de l'épisode, alors n'hésitez pas à lui donner beaucoup d'amour.